Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes sur une conférence sur un thème très intéressant qui est choisir son franchiseur, les règles d'or à suivre et les erreurs à éviter. Donc on va parler des règles d'or pour réussir en franchise, mais on va aussi parler des pièges à éviter pour ne pas échouer dans son projet de franchise. Donc deux petits points de détail. Les conférences sont enregistrées en audio, et puis si vous voulez utiliser les réseaux sociaux et puis commenter cette conférence, vous avez le hashtag Salon SME que vous pouvez utiliser. Alors on a un plateau de haut niveau. Voilà, juste rapidement, je suis Sylvain Bartholomeu, dirigeant de Franchise Management, et je vais animer cette conférence. Mais ce n'est pas moi qui suis important ici, c'est surtout les personnes qui sont assises ici et qui vont nous parler de la franchise avec plusieurs points de vue. Donc on a déjà Marc-William Attier, qui est entrepreneur et qui est président de Action Coach Europe francophone. Donc Marc-William, vous avez implanté et dirigé le BNI et vous avez pris en 2020 la présidence d'Action Coach. Exact. Vous avez bien lu vos fiches. Ah c'est parfait. C'est bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Action Coach, que je comprenne. Alors quelques mots, ça serait Action Coach. D'accord. Non, Action Coach, c'est une. Alors Action Coach Europe francophone, c'est ce qu'on appelle une master franchise. C'est-à-dire que les droits, la propriété appartient à un autre pays, les États-Unis. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. C'est un concept intéressant. Hein. Et nous représentons et nous détenons les droits pour un territoire donné. Et c'est une franchise dans le domaine du business coaching, donc l'accompagnement des entrepreneurs pour qu'ils atteignent un plus haut niveau de performance. Très bien, merci. Ensuite, nous avons une experte de la franchise et une fine observatrice de la franchise, Rosemary, qui est directrice du développement, c'est ça, de la Fédération française de la franchise. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la fédération ? La fédération, c'est une fédération professionnelle qui existe depuis 1971, donc on a fêté nos 50 ans, qui regroupe et qui représente un certain nombre... Ah oui, j'ai pas de micro, tiens. Un grand nombre de réseaux, à peu près 190 réseaux, et notre mission sont des missions de fédération un peu classiques, représenter le modèle, le promouvoir, le défendre, le faire évoluer. Et on a à cœur de représenter une franchise déontologique, puisqu'on est guidé par un code de déontologie européen, qui est un peu notre livre de chevet, et on s'assure que les réseaux qui deviennent membres respectent ce code de déontologie. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est important aussi pour nous. Tout à fait. Nous avons aussi Jordan Keck, qui est responsable développement franchise de Mailboxes. Et donc, j'ai lu sur la bio que vous avez intégré le réseau en 2019, lorsqu'il était composé de 45 unités. Et aujourd'hui, il y a 90 unités Mailboxes, c'est ça ? Tout à fait. Alors, Mailboxes, etc., si je peux préciser, notre le etc. n'est pas là pour rien dans notre enseigne. Nous, on évolue dans le secteur des services aux entreprises et aux particuliers. On va venir vraiment décharger la petite entreprise de cet aspect logistique et envoi de colis, très souvent qu'elle ne sait pas gérer. Et on peut également répondre à des besoins d'impression et de domiciliation. Donc voilà, un vrai centre multiservice pour la petite TPE-PME et bien sûr ouvert également aux particuliers. Et nous avons Evelyne Battu, responsable développement de Temporis. Donc vous avez été responsable marketing pendant une quinzaine d'années, donc vous avez accompagné l'enseigne qui doit avoir une bonne vingtaine d'années aujourd'hui dans son développement. Et aujourd'hui, vous occupez le poste de responsable développement des marques Temporis. Alors c'est qui Temporis ? Alors Temporis, c'est le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Qui a été créé par Laurence Poticaudron, qui est la fondatrice du réseau. Qui a créé, pour la petite histoire, ce réseau il y a plus de 20 ans parce qu'elle travaillait dans un grand groupe aux succursalistes. Et finalement, elle a adoré ce métier. Elle s'est dit, mais comment je pourrais faire pour être plus réactive vis-à-vis des clients entreprises, et être à la fois avoir davantage de considération pour les clients intérimaires, parce qu'à l'époque, dans l'intérim, le client intérimaire, l'intérimaire était considéré bien souvent comme un moyen de satisfaire uniquement les attentes des clients entreprises. Et donc, elle a choisi de créer un réseau en franchise afin, d'une part, d'amener cette part de considération et de respect forte vis-à-vis des clients intérimaires qui sont appelés d'ailleurs chez nous des clients, au même titre que les entreprises, et en même temps de bénéficier par le biais de la franchise de la mutualisation des moyens des grands groupes. Voilà.
Merci. Et nous avons Michael Di Luca, directeur général d'Avenir Rénovation, donc encore un autre concept en franchise. Alors Michael, j'ai lu sur votre bureau que vous êtes passé d'Air France à l'entrepreneuriat et la création en réseau. Tout à fait. Et notamment, vous avez commencé en aidant un ami artisan à redresser son entreprise. Tout à fait. C'est ça l'histoire, en fait, la genèse de Avenir Rénovation. Tout à fait. Donc Avenir Rénovation, réseau de franchise dédié dans la rénovation tout corps d'État. Aujourd'hui, on a plus de 90 agences en France, avec la volonté de faciliter l'accès aux travaux de la rénovation via nos clients particuliers, avec un modèle qui est la sous-traitance 100% et avec un manager travaux qui va piloter l'ensemble de nos travaux. Ce constat a été fait à l'époque quand j'ai aidé un ami justement dans le bâtiment, où le particulier ne sait pas à qui s'adresser quand on a des travaux complets de A à Z à réaliser. Et généralement, on va aller prendre le plombier, l'artisan, le menuisier, etc. Mais on n'arrive jamais à avoir l'ensemble des corps d'État pour répondre à un besoin. D'où l'idée d'Avenir Rénovation, qui a été fondée en 2014 dans une cuisine. Voilà, j'en suis aussi fondateur du logiciel métier qui fait la réussite du réseau, parce qu'on a notre propre logiciel métier, où notre idée c'était de dire je ne vais pas embaucher des ouvriers, je vais plutôt embaucher un développeur, et on va tout digitaliser et tout simplifier pour donner accès à ce beau métier. Voilà. Alors je ne vous dirai pas le nombre de réseaux qui sont nés dans des cuisines, soit dit en passant, parce que souvent l'entrepreneuriat, ça part d'une idée et puis d'un projet qu'on souhaite créer, et ça fait une excellente transition sur notre sujet, puisque le rôle, à un moment donné, du franchisé, c'est de faire le choix du bon projet qui va bien se développer. Je vous ai sorti, juste en introduction, avant de revenir sur les projets de nos intervenants et de leur poser plein de questions, quelques statistiques intéressantes. En 2000, il y avait 553 franchiseurs, selon les chiffres clés de la Fédération française de la franchise. En 2020, il y en a de 1965. Il y avait 30 000 franchisés en 2000, il y en avait un peu plus de 79 000 à fin 2021. Et le marché de la franchise, c'était en 2000 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires au total. Et aujourd'hui, en 2020, c'est 69 milliards d'euros. Pourquoi je vous ai pris cette comparaison de 2000 à 2020 ? Parce qu'en fait, en parallèle, il y a le e-commerce qui se développe, et on a plutôt tendance à considérer que le e-commerce tue le commerce physique. Or, la franchise se développe de manière exponentielle sur ces 20 dernières années. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et deuxième point intéressant, une récente étude au mois d'août est sortie, réalisée par l'INSEE, qui compare la pérennité des entreprises en solo, ce qu'on appelle les entreprises isolées sans enseigne, des entreprises en franchise. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? On le subodorait empiriquement, mais cette étude le confirme. Vous avez une chance sur deux de réussir, de passer le cap des 5 ans lorsque vous êtes en isolé, et vous avez 75% de chance de passer le cap des 5 ans lorsque vous êtes en franchise et donc franchisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la franchise est un réducteur de risque. Pour autant, il n'y a pas 100% de franchisés qui passent le cap des 5 ans. Et c'est là que ça devient intéressant de cuisiner nos intervenants qui sont ici en leur posant quelques questions pour savoir finalement qu'est-ce qui fait qu'on va faire partie de ces 75%, voire des 75% qui sont très heureux et qui ont réussi une belle aventure entrepreneuriale, plutôt que des 25% qui arrêteront au bout de 5 ans ou ne passeront pas le cap des 5 ans. Alors je voudrais commencer par Rosemary, qui représente la fédération, pour nous donner une définition pratique et concrète de ce qu'est la franchise. Ok. La franchise, c'est la duplication d'un modèle. Donc, c'est une entreprise qui existe, c'est un concept, hein, on parle beaucoup de concept en franchise, c'est un concept qui existe, qui a été mis au point par un entrepreneur, hein, dans sa cuisine, peut-être à l'origine, en tout cas, qui a eu cette idée, qui l'a mise en place, qui l'a construite, qui l'a créée, qui l'a rendue vivante, qui a fait des erreurs, qui a fait des ajustements, jusqu'au moment où, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans, 5 ans, ça prend du temps, est arrivé à avoir un vrai modèle qui lui semblait duplicable. Donc il a travaillé beaucoup ce modèle, il l'a modélisé, il l'a standardisé pour pouvoir après reproduire, autant que faire se peut, à l'identique. Donc la franchise, c'est la duplication d'un modèle. Après, si on continue dans la définition, le franchiseur met à votre disposition une marque. C'est aussi à peu près, je dirais, c'est très souvent ce qu'on vient chercher, la notoriété d'une marque. Un savoir-faire qui est tout ce qu'il a, tout ce qu'il a expérimenté et qui font que le modèle fonctionne aujourd'hui. Donc le savoir-faire, il est multiple. Et puis un accompagnement
d'un point de vue un accompagnement qui peut être technique, mais qui est aussi commercial, qui vous permettra tout au long du contrat de ne pas être seul et de bénéficier, je dirais, des nouveautés, de l'évolution voilà, du concept et de pouvoir toujours rester pérenne sur le marché. Donc c'est presque, je compare souvent ça à aller au voyage all inclusive. Quand vous rentrez dans un réseau de franchise, vous recevez un package, vous avez un package all inclusive et on vous donne le mode d'emploi. Mais il faut respecter ce mode d'emploi. Il faut utiliser le mode d'emploi dans le bon sens. Il ne faut pas prendre le mode d'emploi pour dire cette page-là, j'en veux pas, celle-là, j'en veux pas, et celle-là, je vais la réécrire. Sinon, vous vous mettez en danger. Alors, si on revient sur le sujet de mode d'emploi, chez Action Coach, c'est quoi le mode d'emploi, dans les grandes lignes, que va devoir utiliser un franchisé demain ? Ça va être, tout d'abord, ça va être un ensemble de produits, de méthodologies, de services qui sont structurés d'une certaine manière et dont il va falloir suivre la méthodologie. Parce que dès qu'on sort d'éléments de méthodologie, ce que tu disais, Rosemary, c'est vraiment très vrai. Si on prend 10 choses, qu'on en garde 9, mais qu'on en change une, les résultats vont être totalement différents à la fin. Donc, c'est un ensemble méthodologique qui va à disposition avec... par exemple, des slides, des livrets, des classeurs de formation, des suivis de formation, des typologies d'accompagnement. Donc, c'est un ensemble de choses comme ça qui vont être mises à disposition. Ensuite, vous allez avoir des sites internet, la gestion d'un CRM, la méthodologie commerciale, la manière dont on développe commercialement, la manière dont on suit ses salariés. Tous ces éléments font partie de ce qu'on appelle généralement dans la franchise les bibles de fonctionnement. D'accord. Et donc cette bible de savoir-faire va être utilisée donc par les franchisés. Donc c'est intéressant de se poser la question de quelles sont les qualités qui font qu'à un moment donné on réussit à utiliser convenablement cette bible. Chez Avenir Rénovation, quelles sont les qualités ou les traits de comportement que vous allez identifier chez les candidats ? Alors il y a quelque chose qu'on identifie et qu'il faut surtout faire attention, c'est avoir envie d'entreprendre. D'accord. Parce que la première chose, c'est quand on rentre dans un réseau de franchise, c'est pas, on ne fait pas le travail à votre place. C'est-à-dire qu'on vous donne la recette. Alors moi, je parle plutôt de recette. On vous donne la recette qui est écrite, qui est bonne. Vous pouvez éventuellement rajouter un petit ingrédient pour la rendre un petit peu meilleure. Mais ça, on adore ça parce que ça fait grandir le réseau. Mais surtout, la personne doit avoir ce sens de l'entrepreneuriat et comprendre qu'il va piloter seul son entreprise et qu'on ne la pilotera pas à sa place. Ça aussi, pareil, on pourrait donner aussi cette image de on vous donne les armes et puis derrière, vous allez faire le travail parce qu'on ne le fera pas à votre place. Donc ça, on fait vraiment très attention au fait que la personne a envie d'entreprendre et qui comprend le sens de l'entrepreneuriat. Ce que vous voyez aujourd'hui dans tout le salon, ça montre ce que c'est que l'entrepreneuriat, même dans un réseau de franchise, ce n'est pas facile. Et puis, nous, on va regarder le sens du management, le sens du client et tout ce sens de l'organisation aussi, parce que pour faire un bon entrepreneur, c'est aussi être bien organisé, avoir le sens du client. Et puis, alors je ne vais pas parler du sens de la finance, mais ne pas confondre un chiffre d'affaires, une marge, un bénéfice, parce que ça peut être tout de suite chaotique. Voilà. Même question chez Temporis, Evelyne, est-ce qu'il y a des traits de comportement particuliers, des qualités que vous cherchez en fait chez les candidats à la franchise ? Alors, oui, particulièrement chez nous, je ne sais pas, je pense qu'effectivement, on a un positionnement de marque qui est fondé sur l'humain. Donc, les premières qualités que l'on va rechercher, c'est avant tout des savoir-être. Des savoir-être et puis aussi des savoir-faire transférables par rapport à notre métier de l'intérim, du recrutement. La première qualité qu'il faut avoir pour réussir chez Temporis, c'est avoir des qualités commerciales parce que le boulot du franchisé au quotidien sera la prospection de terrain. Donc aujourd'hui, on a pu avoir, j'ai pour exemple en tête un franchisé qui n'a pas réussi parce que c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même. C'était un directeur administratif et financier et qui était rempli de motivation, qui m'a dit « Écoute Evelyne, moi j'adore Temporis, je vais aller faire de la prospection, j'en suis sûre, j'adore ça, j'ai envie ». Et finalement, on s'est aperçu que 6 mois après l'ouverture, il ne se passait rien et c'était quelqu'un qui ne sortait absolument pas. Et c'est exactement pour rejoindre ces propos, c'est qu'on est là, on a un concept qui est éprouvé, qui fonctionne, mais effectivement, chez Temporis, quand on devient franchisé, il faut aller prospecter les clients entreprises pour placer des candidats intérimaires qu'on aura préalablement recrutés et ça, on ne le fera pas à la place du franchisé.
Donc aujourd'hui, avant tout, quand je rencontre des candidats, je leur dis, voilà, il faut avoir cette appétence pour le sens commercial. Et pour s'assurer que les personnes et les candidats qui postulent, entre guillemets, à notre franchise ont ces compétences-là, on a un parcours de sélection qui est relativement long, on va dire entre 6 et 9 mois. Et il y a notamment une période d'immersion en agence sur tous les postes pour vraiment comprendre le travail de franchisé et aussi le métier du travail temporaire, du recrutement. Effectivement, vérifier si on a envie, parce que la notion de plaisir est étroitement liée à la notion de réussite. Effectivement, un franchisé qui ne prendra pas du plaisir au quotidien, qui se lèvera tous les matins, qui n'aura pas envie, qui ira, j'allais dire, en reculant à son agence, il ne va pas pouvoir réussir. Donc, la première des choses, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est choisissez un métier avant tout qui va vous plaire et dans lequel vous allez prendre du plaisir, parce que c'est ce qui va conditionner la réussite au-delà de la qualité du concept et du positionnement de marque que vous aurez choisi. Oui, passionné. Passionné par ce qu'on fait. Mm. Ne pas regarder que le côté économique, mais plutôt que le métier va vous plaire, fera que vous allez réussir et vous investir dans le projet de la franchise. Et ça, c'est le point indispensable. C'est la notion de point de plaisir qui est essentielle et qui donne la motivation pour l'entrepreneur, parce qu'on en parlait en aparté avec Evelyne de Temporis. C'est vrai qu'un élément qu'on constate et qui fait on va dire la différence entre un franchisé qui va fonctionner et celui qui va moins bien fonctionner, c'est surtout la capacité, on va dire, à prendre les événements qui se produisent, contexte économique, etc., d'une manière positive et opportune. Et ça, en fait, quand on sait, on peut appeler ça la résilience, prendre les éléments en se disant finalement, la crise des Gilets jaunes, c'est une opportunité. C'est pas simple quand on le dit comme ça, mais ce mental d'entrepreneur fait souvent la différence, fait qu'on se lève le matin et qu'on prend les choses de manière beaucoup plus positive que les autres, et donc qu'on va chercher les opportunités. On parlait donc de points de plaisir aussi, et c'est intéressant là-dessus. Sur Mailboxes, etc., c'est quoi les points de plaisir? Parce qu'on ne connaît pas forcément ce métier, en fait. Oui, alors chez nous, il ne faut pas être passionné du colis. Je pense que si vous demandez à mes franchisés, ils ne me disent pas j'adore quand je reçois un colis, j'adore faire un colis. Pas du tout. C'est un métier avant tout de commercial. Je rejoins assez Temporis sur tout ce qu'elle a pu dire. Faut avoir cette envie effectivement au quotidien de se dire voilà, je vais me retrousser les manches et puis c'est à moi de trouver mes clients. Mon franchiseur, il m'a donné les clés, il m'a donné les méthodes, il m'a formé. J'ai tous les outils de communication, il m'a dit à quel moment je dois y aller. Je suis armée et maintenant par contre c'est à moi d'y aller au quotidien. Donc c'est vraiment être passionné en tout cas de cet aspect commercial et de la relation avec les entreprises. Et ce qu'on comprend aussi dans votre discours d'entrée, c'est qu'il y a une volonté quand même de sélectionner les candidats. Oui. Donc que le franchiseur ne va pas forcément prendre toutes les personnes qui sont motivées, qui ont envie d'entreprendre, mais aussi faire le travail de refuser ceux qui ne sont pas capables. Donc j'aurais envie de vous poser la question inverse, qui est quels sont les critères qui font que quelque part vous allez dire non à un candidat après une journée découverte en lui disant ça ne va pas le faire. Marc William. Nous, c'est relativement simple en fait. Dans notre processus de recrutement, et d'ailleurs par rapport à ce qu'apporte une franchise, il y a un autre point, c'est l'équipe. Je veux dire, lorsque l'on entreprend seul, on est seul. Lorsque l'on entreprend en franchise, on est indépendant, mais on a des collègues. Et ce que nous intégrons, ce que nous faisons chez nous, c'est que ça passe par nous, mais ça passe également par les personnes qui vont travailler avec les personnes qui vont rejoindre l'équipe. Donc, le processus de sélection intègre le choix de nos franchisés actuels, donc un comité de sélection qui valide ou pas une candidature. D'accord. Est-ce que ces principes, Rosemary, de journée découverte, de comité de sélection, sont des principes, on va dire, obligatoires dans la franchise? Rien n'est obligatoire finalement, mais ça fait partie des pratiques complètement générales et qu'on identifie un peu dans tous les réseaux. Et j'irais même au-delà, même si on ne vous propose pas ou on ne vous impose pas ou c'est pas prévu dans le processus de recrutement ou de sélection de faire une journée découverte, demandez-la. Parce que il y a tellement de gens qui spontanément sont attirés par une activité et ne voient que le beau côté. On est un peu aveuglé par le côté, parce qu'on a envie de voir ça. On est un peu aveuglé par le côté sympa du métier, mais il y a forcément des côtés moins sympas. Enfin, je veux dire, ça peut pas être
super positif partout. Il y a forcément, comme dans tous les métiers, il y a toujours des trucs qui sont moins drôles. Donc le fait d'être en immersion pendant 1 journée, 2 jours, 3 jours, vous allez voir la face cachée de l'iceberg, comme on dit, et vous allez vous rendre compte vraiment de la réalité des choses. Et il faut pas se mentir. Enfin, c'est, je sais plus qui disait que c'est Evelyne qui disait que y avait un franchisé avait mal fonctionné parce qu'il s'était menti à lui-même. Il ne faut pas se mentir, il faut avoir le courage de dire non, là le côté négatif il est trop présent et je ne vais pas supporter j'aime bien les fringues, mais passer des heures à ne voir personne dans le magasin parce que ça existe, passer des heures à replier les t-shirts que ces foutus clients déplient au fur et à mesure du temps, non, je peux pas. Bon, mais pourtant je suis très coquette et j'aime bien la mode. Mais voilà, c'est ça, je caricature toujours un peu, mais c'est pour faire comprendre. Donc oui, c'est des pratiques assez courantes aujourd'hui, de plus en plus courantes, qui amènent à valider ou pas la candidature, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Quand vous allez en immersion, la personne chez qui vous allez en immersion, elle a aussi l'œil un peu, j'allais dire un peu critique, aguerri mais critique, et va faire un retour aussi au franchiseur en disant ouais, je l'ai vu discuter avec les clients, ça se passe super bien, il n'est pas resté dans son coin. Moi j'ai fait du recrutement de franchisés avant d'être à la FFF et on faisait ce genre de choses et j'avais des franchisés qui me remontaient en disant mais le gars il n'a pas bougé de son coin là, on l'a pas vu bouger du coin de la pièce, le téléphone sonnait, il n'a pas pris le téléphone, tout le monde était occupé, il s'est pas occupé du client, enfin bon. Alors ça peut aller pendant la première heure, la deuxième heure, mais bon, on se dit que peut-être qu'il y a un souci, quoi. Est-ce qu'il y a des points comme ça chez Avenir Rénovation, du style comité de sélection, journée découverte? Est-ce qu'il y a des particularités sur lesquelles vous allez vous arrêter? C'est vrai que la mise en scène et le fait de voir est-ce qu'il se révèle dans le métier, c'est un point intéressant. Est-ce que c'est des pratiques que vous avez en interne? Oui, alors on a plusieurs petits codes, nous, de notre côté. Déjà, on reçoit beaucoup de candidats, on reçoit à peu près 250 par mois. Donc il y a quand même, et puis on en recrute, et c'est déjà beaucoup, entre 2 et 5 tous les mois. Donc on fait partie déjà des réseaux qui recrutent beaucoup, mais on sélectionne beaucoup. Déjà, ça serait ingérable de pouvoir intégrer 250 personnes. On a les curieux, puis on a aussi ceux qui ne comprennent pas le modèle, qui se disent, qui voient des chiffres, qui disent ça gagne, je vais gagner de l'argent, je vais toucher 5, 6, 7 000 euros par mois, et ne voient pas le côté métier. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est envoyer une documentation, et ça serait bien qu'ils la lisent déjà. Donc on va regarder si la personne va lire la documentation et va bien la comprendre, et puis on va recevoir, généralement ça se fait, c'est quasiment tout le monde, envoie un petit email pour poser les questions. Alors bien évidemment, on va regarder la façon d'écrire, la façon de s'exprimer, et voir si le projet est viable et correspond à notre... voilà, si par exemple on dit vous êtes des courtiers, non, si vous n'avez pas lu la brochure, on n'est pas des courtiers, on est des entreprises générales du bâtiment. Donc voilà, puis on a tout un process, on est sur 6 étapes. Ensuite, c'est un dossier d'inscription où le dossier d'inscription va récolter les informations de la personne, l'aide de motivation, budget, pourquoi il veut faire ce métier, pourquoi il veut aller dans le bâtiment, est-ce qu'il aime les travaux, parce que si c'est juste parce qu'il aime de temps en temps bricoler un petit peu de parquet, faire un peu de peinture, c'est pas du tout ce qu'on va demander chez nous. Donc on va vraiment essayer de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il veut faire, où il veut aller et comment il voit le métier en venant chez nous. Et ensuite, si tout se passe bien en termes de dossier, on part sur un process individuel. Donc on va faire un entretien individuel avec toutes les personnes qu'on a validées en comité de validation sur dossier. Et là, on va parler directement, quasiment 1h30, 2 heures avec le candidat c'est un entretien individuel un petit peu, pour savoir pourquoi vous êtes là, expliquez-nous ce que vous avez compris et comment vous vous voyez dans les 3 prochaines années, parce qu'il y a aussi cette valeur humaine, savoir est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce qu'on va bien s'entendre, parce que c'est un peu un contrat de mariage finalement, parce qu'on va être là ensemble pendant 7 ans, en tout cas chez nous, Avenir Rénovation, c'est un contrat de 7 ans. Donc on est mariés pendant 7 ans, il faut qu'on s'entende bien, qu'on aille ensemble et qu'on a la même vision d'entreprise. Et si tout se passe bien, le comité de validation va donner sa validation ou pas au candidat pour suivre le process d'intégration qui vont être les différents côtés administratifs, signature d'un DIP, etc., et accompagnement au financement. Donc c'est assez long, mais on est obligé de passer par ces phases-là parce que c'est important, c'est un vrai projet de vie. Et certaines personnes investissent de l'argent sans forcément savoir là où ça va les emmener. Et puis là, je rejoins les intégrations, etc. Il y a des gens qui finalement... Alors nous, je prends mon exemple, parce que j'ai aussi des exemples, qui pensaient qu'ils allaient faire de la décoration chez nous. Ah non, on n'est pas architecte d'intérieur.
c'est dur, mais voilà, ou des personnes qui pensaient qu'ils allaient eux-mêmes poser le carrelage. Non, alors, plus on a d'expérience aussi le réseau, hein, plus on est sélectif, et plus on sélectionne la bonne personne par rapport à vraiment comment elle se voit plus tard. Voilà. Alors, il y a un mot important que vous avez cité, très justement, c'est 3 lettres, le DIP. Je pense que c'est important qu'on reprécise ce que c'est un DIP et pourquoi c'est obligatoire dans ce process de recrutement. Et souvent, c'est le point de bascule, effectivement, entre la phase, on va dire, plutôt d'accueil des candidats à une phase individuelle où on va permettre la prise de décision. Je ne sais pas si Rosemary peut nous préciser ce qu'est un DIP. Oui, je peux le faire. Normalement, hein. Sinon là je me fais. Je voudrais juste peut-être compléter parce que quand on parle d'un processus long, structuré, etc., ça peut faire peur. Vous dites mais mince, moi je viens pour être partenaire, je mets de l'argent sur la table et entre guillemets ils chipotent là à me faire passer des tests et des tests. Je dirais à l'inverse, on va parler des écueils, à quoi il faut faire attention. Un franchiseur qui ne ferait pas ça. Alors chacun a sa méthode et la durée de ce processus est plus ou moins long. Mais quelqu'un qui vous dirait, je dirais presque tout de suite, mais bien sûr, vous avez l'argent, rentrez, signez ici, méfiez-vous-en, parce que ça veut dire que la sélection, elle n'est pas faite. Et que vous allez vous retrouver potentiellement dans un réseau où vous allez avoir tout et n'importe qui, avec des gens qui ne sont pas faits pour le métier. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? C'est qu'ils vont mal le faire et que la marque que vous-même vous allez défendre, qui devient la vôtre pratiquement, que vous allez défendre, elle sera mise à mal et la notoriété va être impactée. Donc c'est plutôt rassurant. Vous pouvez peut-être trouver ça dur, mais c'est plutôt rassurant d'avoir un franchiseur qui a un vrai processus de recrutement et de sélection. Et comme ça, vous êtes en tout cas plus assuré d'avoir des gens qui ont tous la même motivation pour faire ce métier-là. Alors, pour revenir au DIP, donc document d'information précontractuelle, qui est un document rendu obligatoire par l'ex-loi Doubin, peut-être que vous avez lu ça, en tout cas qui aujourd'hui est inscrite au Code de commerce et qui oblige le franchiseur à vous donner un certain nombre d'informations sur son entreprise avant de vous faire signer le contrat. L'objet et l'objectif de cette loi, c'est que vous preniez votre décision de signer le contrat en parfaite connaissance de cause. Donc moi je dis souvent que ce qu'il y a dans le DIP, c'est la carte vitale du franchiseur, ou sa carte d'identité si vous voulez. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont prévus par la loi que vous devez y retrouver. L'identité du franchiseur, son expérience, quelques éléments de savoir-faire, les domiciliations bancaires, les conditions importantes qui se retrouvent dans le contrat, les conditions d'approvisionnement, d'exclusivité, etc. La liste des franchisés en activité, la liste des contrats qui se sont terminés l'année précédente, ça c'est très important, la raison pour laquelle ce contrat s'est terminé. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir, 10 contrats qui sont arrivés à leur terme, ou pas d'ailleurs, et ça peut être une liquidation, ça peut être un dépôt de bilan, ça peut être une fin de contrat et un non-renouvellement de contrat. En tout cas, ça vous donne des indications sur cette vie de réseau et ce développement de réseau. Et ça peut vous alerter, en tout cas. Voilà. Ce document, pour terminer là-dessus, donc il doit y avoir en annexe le contrat de franchise type. Donc ce fameux contrat que vous signerez peut-être. Je dis peut-être parce qu'à ce stade-là, quand vous recevez ce DIP, vous ne vous engagez à rien du tout. Okay ? Le franchiseur observe la loi, donc est en conformité avec la loi, vous donne l'info, vous réceptionnez l'info, c'est tout. Okay ? À ce stade-là, vous ne vous engagez à rien, vous ne versez aucune somme d'argent, c'est vraiment, j'observe la loi et je récupère l'info. Et là, avec ça, vous pouvez travailler le dossier, aller voir les franchisés, aller voir un conseil juridique et avancer tranquillement. Dernier élément, ce document doit vous être remis minimum 20 jours avant la signature du contrat. Donc c'est pas je vous donne le DIP et demain on se voit pour signer le contrat. Non, je vous donne le DIP et 20 jours plus tard, au minimum, en tout cas pas avant 20 jours, vous pourrez signer le contrat. Maintenant, ça peut être 30 jours, 40 jours, 60 jours. Il n'y a pas de maximum. La loi ne fixe pas de maximum. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Tu disais, je vous donne le DIP, c'est intéressant. Je vais poser la question à nos 4 franchiseurs. Comment un DIP est donné ? Oui. Ouais, je
pense que ça dépend des franchiseurs. Nous, on fait un rendez-vous à nouveau qui dure 2 heures, 2 heures et demie. On va expliquer, en fait. On va mettre en avant quelques éléments du DIP. On ne le voit pas en entier, parce que chez nous, il fait une petite 150aine de pages, donc il y a de quoi faire. Avec le contrat. Avec le contrat, oui, avec le contrat, bien sûr, tous les annexes, non, bien sûr, avec tout ce qu'il faut, bien en règle, etc. Oui, l'état général de marché, l'état local de marché, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Et on voit du coup, quelques éléments importants. Et ça permet aussi de refaire le point sur la motivation du candidat. Donc voilà, on refait un rendez-vous et on le remet en physique pour le coup. D'accord. C'est sur rendez-vous aussi chez Temporis, par exemple, la remise du DIP? Oui, également. Alors, effectivement, c'est un moyen aussi. C'est une relation humaine et nous, on est très attachés, encore une fois, à l'humain parce que notre métier, c'est du contact humain. Les clients entreprises, les clients intérimaires. Et d'ailleurs, pour redire chez nous une erreur, quelque chose qui attire notre attention chez un candidat, c'est peut-être le fait que parfois on a des candidats qui vont être clients entreprises, mais qui omettent le client intérimaire. Et cette notion pour nous de respect et de considération, elle est fondamentale, puisque Laurence, quand elle a créé le réseau, elle est fille d'ouvrier, et donc elle a vraiment souhaité que cette notion de respect soit très forte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos agences ont de très bons avis Google et qu'on se démarque aussi par notre qualité de service par rapport à nos concurrents. Et pour revenir donc à la remise du DIP, oui, on le fait en main propre parce que pour nous c'est essentiel. On est dans une relation qu'on amorce, qui est dans les prémices, on va dire. Mais effectivement, la remise du DIP se fait en physique. C'est l'occasion aussi pour nous, de mettre en contact aussi le candidat avec le responsable en fait du service finance qui va travailler avec lui sur les business plans. C'est l'occasion aussi de le mettre en contact avec le service RH qui va l'accompagner pour le recrutement de son équipe. Et aussi de le mettre en contact avec le service logistique qui va aussi également l'accompagner pour le choix du local, l'aménagement du local. Donc voilà, on en profite aussi pour avancer sur le projet et puis passer aux étapes suivantes. Voilà, donc, Très bien. Et on comprend aussi que dans le DIP, il y a la liste des franchisés en activité au sein du réseau. Est-ce que vous voyez beaucoup de candidats à la franchise qui prennent leur téléphone et qui appellent les autres franchisés en activité au sein du réseau ? Complètement, et d'ailleurs nous on les incite à le faire. Encore une fois, parce que pour sécuriser ce parcours de candidat à la franchise et pour être sûr qu'on est fait pour le métier du travail temporaire chez Temporis, moi j'invite tous les candidats à prendre leur téléphone, mais vraiment au hasard, je leur donne aucune indication, que ce soit à proximité de leur lieu d'habitation, peu importe, mais effectivement d'aller confronter les avis, d'aller recueillir le témoignage de franchisés sur le terrain qui font ce métier-là, parce que qui mieux qu'un franchisé peut parler de son quotidien, et, voilà. Donc pour nous, c'est vraiment le gage, la garantie de choisir un métier qui plaît, mais aussi de se confronter aussi aux valeurs, encore une fois, parce que pour nous, les valeurs, elles sont hyper importantes. C'est là-dessus vraiment qu'on va se retrouver. Donc les valeurs, l'état d'esprit du réseau, la manière dont on fonctionne au quotidien, l'accompagnement, parce que moi, je suis responsable développement, donc forcément, je vais dire qu'on n'est pas trop mauvais. Mais effectivement, un franchisé va pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait concrètement sur l'accompagnement au quotidien. Donc tous ces éléments-là sont complètement objectifs et sont complètement neutres. Donc, ça a encore plus de poids pour un candidat à la franchise. Donc, c'est d'autant plus pertinent pour nos candidats. Chez Action Coach aussi, vous incitez en fait les candidats à appeler d'autres franchisés. Oui, ça se fait dès le début. C'est même, dans notre cas, comme nos franchisés animent des ateliers, on invite même les candidats à la franchise, même au tout début, au moins à participer, à voir comment ça se passe. Donc il y a des contacts qui se font tout de suite, mais ça se fait également de manière très rapide. Par contre, nous, pour le DIP, on fait le contraire, en fait. C'est-à-dire c'est pas quelque chose on ne considère pas que c'est quelque chose de très important. On considère que c'est de la transparence. Mais donc on le transmet de manière électronique, c'est signé de manière électronique, et ensuite on en discute. Donc c'est pour éviter d'orienter les discussions. Donc c'est vraiment plus formalisé de cette manière-là. Intéressant. Chez Avenir Rénovation. Alors nous, on le considère à l'inverse. Pour nous, le DIP, c'est important, c'est notre carte d'identité, donc on ne peut pas la donner à n'importe qui. C'est-à-dire que si on devait la donner aux 250 candidats, ça serait pour nous dévaloriser ce document, parce que pour moi, c'est quand même un document qui a de la valeur. C'est donner toute notre ADN, et qui on est, et qu'est-ce qu'on fait. Donc on attend que le comité de validation, après l'entretien individuel, ait validé le candidat. Et on va dire à notre candidat, monsieur, nous avons validé votre candidature, souhaitez-vous avancer avec nous ou pas ?
si vous souhaitez avancer avec nous, nous vous ferons parvenir ce DIP. Et si la personne souhaite avancer avec nous, parce qu'après, ça lui permet de se dire, bon, je ne vais pas signer un DIP si je n'ai pas envie d'aller... Ça sert à quoi de lire 150 pages si finalement je ne suis pas intéressé ? De voir les comptes de résultats, de voir des contrats. Enfin, à un certain moment, il faut aussi trouver un intérêt à ce document. Donc, si la personne est d'accord, nous lui envoyons électroniquement aussi, parce que pour le coup, on a fait quand même 2 heures de présentation, on y a passé du temps avec la personne. Donc, normalement, si elle nous dit oui, c'est qu'on sait qu'on va aller jusqu'au bout. Et pour le coup, le fait de faire ça nous permet de signer 9 personnes sur 10, quasiment, qui ont reçu le DIP. Parce que du coup, on sait que ceux qui vont signer le DIP après cet entretien visuel et qui ont été validés au comité de validation, vont aller jusqu'au bout du projet. Et ce qui nous permet d'éviter aussi de polluer nos partenaires financiers, nos partenaires comptables et puis nos services administratifs, etc., qui auraient beaucoup de travail à faire, et éviter aussi au niveau de nos franchisés, parce que du coup, on donne des numéros de franchisés, enfin ceux qui le souhaitent, avec des journées d'immersion. Voilà. Donc vraiment, on le donne à partir du moment où on sait qu'on va vraiment avancer avec la personne. D'accord, très bien. Bon, quelques différences, mais toujours ce mécanisme entre le fait d'avoir le temps de réfléchir, qui est essentiel. C'est une clé importante parce qu'on l'entend aussi parfois dans l'expression de candidats qui ne sont pas suffisamment informés, de dire est-ce que le délai de 20 jours est un délai que je peux passer au-delà, mais en fait, le délai n'est pas un délai maximum de réflexion, c'est un délai minimum de réflexion, c'est important de le préciser. L'autre point important, effectivement, que vous avez tous précisé, c'est l'intérêt des candidats à aller questionner des franchisés en activité, parce que ça leur permet de comprendre le métier. Et il y a un autre point, généralement, dans les mécanismes de prise de décision des candidats à la franchise, c'est d'aller voir d'autres réseaux, et pas qu'un seul. Et malheureusement, les enquêtes qui sortent là-dessus sont parfois un peu déceptive, on va dire ça comme ça, c'est qu'on a en moyenne, un candidat va voir 2-3 réseaux différents. Alors, question que je vous pose à tous, est-ce que c'est intéressant, un candidat à la franchise qui va voir d'autres réseaux, et est-ce que vous acceptez ou même vous incitez des candidats à aller voir des réseaux concurrents aux vôtres ? Déjà, ça fait partie du DIP. Ça se trouve à l'intérieur, les réseaux concurrents. Donc oui, bien sûr, on incite les personnes à aller, à découvrir, à voir ce qu'il y a sur le marché, parce que une franchise, ce n'est pas juste un métier, une méthodologie, c'est aussi une culture. Et le métier peut être très bien fait par A et B, mais la culture va être différente. Tempori a certainement une culture très différente d'autres domaines d'activité. Donc il est important pour la personne de voir quelles sont ces différentes cultures et quelle est celle qui lui correspond le plus. Donc oui. Sur Mailboxes, etc., parce que cette notion de culture est intéressante, c'est vrai que les valeurs qui font qu'on va adhérer à un réseau sont importantes. C'est quoi les valeurs sur ce réseau, ou les points qui font qu'on va plus aller chez vous que dans une autre enseigne ? Alors, au niveau des valeurs, on a notamment la plus grosse des valeurs, c'est la passion qu'on va avoir pour le métier qu'on exerce au quotidien. On a aussi cette notion de travail en équipe, parce que nos franchisés au démarrage, alors il démarre à 2 personnes, le franchisé et son collaborateur, mais son équipe, elle va être vouée à grandir. Et il y a aussi cette notion d'équipe dans la franchise. Je joue pas tout seul, je joue avec tous mes copains qui sont partout en France. Donc il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, en fait, moi à mon niveau. Faut que je sois garant de l'image de la marque. Donc il y a toute cette notion de travail d'équipe, et on insiste aussi, nous, beaucoup aussi sur l'innovation. Le fait d'être là et de savoir s'adapter à son marché. Nous, le marché de la logistique, il est porté par le e-commerce. Et le e-commerce, ça bouge tout le temps, la logistique, ça bouge tout le temps. Le marché du colis, aujourd'hui, c'est pas le même que celui d'il y a 5 ans. Mais nos franchisés, ils arrivent en fait à suivre ces tendances de marché, parce qu'on est là et on leur donne les outils pour pouvoir le faire. Important la notion d'agilité, important la notion de respecter un concept. On en revient à la notion de savoir-faire. J'avais une question aussi à vous poser qui était sur la formation initiale, puisqu'à un moment donné, on a décidé de s'engager dans une enseigne et on va rentrer dans un mécanisme de transmission de savoir-faire et donc de formation initiale. Et elle dure combien de temps, la formation initiale, dans vos réseaux respectifs ? Vous voulez que je réponde ? Chez nous, elle est étalée sur 4 mois et demi.
4 mois et demi. Voilà. Ah oui. Il y a 4 semaines qui est de manière digitale. Il y a une dizaine de jours qui est en présentiel, voilà, en immersion véritablement. Et ensuite, il y a 3 mois qui sont du mentorat fait par des franchisés qui ont plus d'expérience. D'accord. C'est à peu près les mêmes pratiques Nous, chez nous, on a 10 jours de présentiel. D'accord. Donc, avec les intervenants experts du métier. Ensuite, on fait un rappel quelques semaines après de 3 jours, parce qu'on les laisse aller sur le terrain, se former, et puis apprendre, parce qu'après, c'est sur le terrain qu'on apprend aussi, pour les reformer encore 3 jours. Et il y a une deuxième session de 3 jours complémentaire. Et surtout, on a une équipe d'animateurs qui vont quotidiennement sur le terrain accompagner nos franchisés, les aider dans la partie commerce, dans la partie technique. Et on a mis en place, nous, une hotline technique et commerciale pour répondre quotidiennement à leurs attentes et leurs problématiques terrain. Voilà. D'accord. Ces mécanismes-là se retrouvent chez Temporis ? Alors, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que chez nous, on a 5 semaines de formation, donc 3 semaines de formation théorique et 2 semaines de formation pratique. Ensuite, tout au long du contrat, on a aussi des formations continues, plus d'intégration, mais continues, parce que dans le métier des RH, il y a des évolutions constantes aussi, donc c'est un moyen aussi de faire monter en compétence les équipes et de maintenir le professionnalisme des équipes. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. La formation, effectivement, c'est un des paliers pour l'intégration des franchisés. C'est d'ailleurs ce qui reflète aussi la nature de nos candidats à la franchise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre réseau est composé majoritairement à 80% de personnes qui ne sont pas issues du métier du travail temporaire. On a uniquement 20% des franchisés qui sont issus du travail temporaire. Tous les autres, ce sont des personnes qui sont souvent des cadres commerciaux ou autres. On a même des professeurs, on a des anciens cadres de la finance. Enfin, on a vraiment une pluralité chez nos candidats à la franchise qui est très importante parce qu'effectivement, on a un savoir-faire et un transfert, une transmission du savoir-faire qui est plutôt efficace chez Temporis. Voilà, on apprend un nouveau métier. Voilà, complètement. C'est le cas chez Mailboxes, etc. Est-ce ces mécanismes de reconversion, d'avoir des gens complètement extérieurs au métier qui vous rejoignent ? Je pense que ça doit être 95% de notre réseau qui vient absolument pas du transport ou de la logistique. Du coup, l'aspect formation initiale est vraiment très très important parce qu'en plus dans notre concept, on fait pas que de l'envoi de colis, on fait aussi l'impression et on fait aussi la domiciliation. Donc on a vraiment besoin d'avoir cette formation initiale. Alors chez nous, elle dure 8 semaines et demie. Oui, parce que on a plein de métiers, donc on vous apprend aussi bien comment je vais démarcher un client, comment je vais faire une domiciliation. Enfin, on a un métier vraiment très très varié au quotidien. Et on a besoin de ces 8 semaines et demie. Alors, c'est pas 8 semaines et demie où vous êtes chez nous au siège et on vous laisse pas sortir. Non, on va faire en fait de la formation découverte. Vous allez passer en fait quelques jours dans un centre pour voir comment se déroule l'activité avant justement cette formation théorique. Alors moi, je la mets toujours entre grands guillemets parce que en fait, elle est très très pratique. Vous allez faire de la prospection avec un animateur. Vous allez manier les outils informatiques. Enfin voilà, vous allez vraiment tout voir pendant cette formation théorique qui dure aujourd'hui 4 semaines et demie parce qu'on mixe maintenant physique et distanciel. Et bien sûr, après, on a 2 semaines de pratique en centre. Elle se déroule chez nous dans 2 centres différents. Très souvent, c'est un centre parisien et après un centre en région parce que on n'a peut-être pas les mêmes problématiques, le même portefeuille client, parce qu'on travaille beaucoup les spécificités forcément locales. Donc voilà, on est sur 8 semaines et demie. Donc on a des formations exigeantes et qui prennent du temps. Est-ce que c'est le cas dans tous les réseaux, Rosemary, ou est-ce que on a affaire à des bons franchiseurs à la tribune? Oui, je pense qu'on a affaire à des bons franchiseurs, forcément. Ils sont presque tous adhérents à la FFF. Normalement, ça devrait le faire. Une pratique hyper courante dans les réseaux. Et je dirais même, si on vous vante un super savoir-faire, très, très consistant, avec un vrai métier, etc., et qu'on vous dit, la formation, elle dure 3 jours, il y a quand même quelques questions à se poser. Parce que si on peut vous transférer ce super savoir-faire en 3 jours, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de rentrer dans un réseau de franchise et de payer pour ça. Parce que finalement, vous allez payer pour avoir ce savoir-faire, ce qui est complètement logique. Oui, excuse-moi. Donc oui, c'est normal. Et il faut que vous soyez attentif à
à la durée. Bon, après, vous voyez qu'il y a des durées qui sont différentes, mais ça dépend aussi du métier, de la complexité parfois du métier, et puis du profil qu'on a. Et puis, j'ai perdu ce que je voulais dire derrière. Du coup, oui, la durée et puis le contenu, voir un peu comment c'est organisé et comment c'est pratiqué. Et puis, ça, vous pouvez aussi poser la question aux franchisés que vous allez aller rencontrer, que vous allez visiter, de savoir comment s'est passée la formation, si elle était suffisante, si elle était intéressante, importante, etc. Il y a une chose qui avait été dite tout à l'heure, je voulais juste revenir dessus, mais très rapidement, c'est le fait que la formation initiale, c'est super important. C'est super important. Mais la formation continue, c'est primordial, c'est indispensable. Les métiers évoluent, le monde évolue. Et ça, c'est une des choses aussi à poser si vous avez d'autres franchisés avec vous. Savoir, est-ce qu'il y a véritablement de la formation en continu à l'intérieur de l'enseigne qui vous intéresse? Excuse-moi. Pour aller dans le sens de cette remarque très pertinente, c'est qu'à un moment donné, un candidat à la franchise qui n'a pas transpiré en formation et qui ne transpire pas en lancement, la franchise ne l'aidera pas vraiment. Je compare toujours l'assistance du franchiseur au coaching sportif. C'est qu'à un moment donné, le franchiseur, c'est votre coach avec ses animateurs, avec ses équipes de formation qui vient taper à votre porte à 6h du matin pour vous faire des abdos. Et c'est grâce à ça que vous serez meilleur. Donc c'est vrai que le mécanisme de la franchise, la force de la franchise, suppose à un moment donné que le franchiseur soit exigeant vis-à-vis de vous, parce qu'en étant exigeant vis-à-vis de vous, vous deviendrez plus performant. Et c'est cette mécanique-là qui fonctionne bien. Alors on approche de la fin de la conférence, il nous reste une petite minute. Ce que je vous propose, c'est d'inverser la salle et de vous mettre à la place de notre auditoire et de nos candidats en me citant, à votre avis, la règle d'or qui fait qu'on choisira bien son franchiseur et le piège à éviter qu'il ne faut absolument pas faire. Avec une contrainte, c'est ne citez pas le même. Alors je commence. Très bien. La règle d'or, moi je dirais rencontrer votre franchiseur. Parce qu'effectivement, on parlait des valeurs, du feeling. C'est hyper important d'avoir du feeling, une certaine, j'allais dire... un relationnel qui se tisse et effectivement, on le disait tout à l'heure, voilà, c'est essentiel. Certes, c'est du business, mais vous allez vous engager dans un contrat qui dure 7 ans. Et il faut sentir que vous avez des points en commun, voilà, des points d'attache. Et c'est essentiel, je pense, pour signer un contrat de franchise. Je dirais c'est peut-être le premier conseil. Et l'écueil, choisir une enseigne pour de mauvaises raisons, par exemple la rentabilité. Voilà, parce que ce n'est pas ce qui vous rendra heureux, clairement. Il faut choisir avant tout un métier qui vous plaît. Voilà, c'est le conseil que je vous donnerai. Voilà. Très bien. Alors moi, je dirais, pour ne pas être le dernier, parce que j'ai peur, je dirais choisissez une équipe. C'est-à-dire, le franchiseur est important, mais le franchiseur n'est que la tête de pont, c'est le capitaine de l'équipe. Mais en réalité, c'est l'ensemble des personnes qui composent cette équipe. Donc, choisissez une équipe plutôt que de simplement choisir un franchiseur. Et le deuxième, c'est par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, ne faites pas marier au premier regard. Donc, surtout, quand vous voyez que ça va trop vite, qu'on veut vous pousser, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. Qui s'y colle sur le troisième? Honneur aux femmes, j'y vais, non? J'aime bien la remarque. Honneur aux femmes, j'y vais quand même. Allez-y. Je suis désolée, il faut que je parte. Moi, je vais appuyer sur un élément qui est, je pense, indispensable, c'est l'accompagnement. Voilà. Parce qu'avoir un bon concept, un beau savoir-faire, c'est bien. Puis je suppose qu'à partir du moment où on développe une franchise, on a tous un savoir-faire et puis ça a fonctionné parce que bien évidemment... et moi, c'est la première erreur que j'ai faite, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est que, si je peux me permettre, parce que ça c'est un élément quand même important, en 2017, j'ai lancé la licence de marque. Vous voyez, je n'étais pas en franchise, mais c'était en licence de marque, sans aucune obligation d'accompagnement. Et je pensais que ça allait se faire tout seul. Je pensais que mes licenciés allaient se former tout seuls, être accompagnés tout seuls avec un logiciel, etc., ce qui était une grosse erreur. Et on a beaucoup appris là-dessus pendant 2 ans, avec les personnes qu'on a eues en tant que licenciés, pour s'apercevoir et pour apprendre, avec les bons conseils de tout le monde et de tous les franchiseurs qu'on a pu rencontrer, qu'il fallait former, comme on a dit tout à l'heure, mais surtout bien accompagner ses franchisés. C'est indispensable. Si vous n'êtes pas dans un réseau de franchise qui a une vraie stratégie d'accompagnement avec des animateurs qui seront présents, qui viendront vous voir, qui auront un portefeuille
de franchisés qui auront des méthodologies d'accompagnement qui n'ont pas été formées par la Fédération française de la franchise. Excellente formation. Voilà, excellente formation. C'est déjà un point d'alerte. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous donne tous les outils et qu'on ne vous explique pas comment les utiliser, et surtout qu'on ne vous accompagne pas dans des moments difficiles, parce que quand vous êtes entrepreneur de la franchise, vous allez vivre des hauts et des bas, vous allez vivre des moments difficiles et de joie. Et le franchiseur doit être présent et doit vous accompagner dans ces moments-là pour vous aider à passer ces caps. Voilà. Donc moi, c'était plutôt ce mot, c'était l'accompagnement. Vas-y, Jordan. Allez. Ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Parce que d'habitude, mon conseil, c'est ce qui a déjà été dit, c'est vraiment prendre un métier dans lequel on va s'éclater au quotidien. C'est ça, en fait, la clé. Parce que très souvent, en fait, les candidats me disent « Mais combien je vais gagner ?» Et nous, on a l'habitude de dire, mais en fait, tu vas gagner en fonction des efforts que tu vas mettre. Nous, on connaît notre marge, on connaît notre business model. Plus tu vas avoir du chiffre. Ça semble très, très bête à dire, mais c'est la vérité. Hein. C'est ce qu'on observe avec nos simples franchisés, avec nos multi-franchisés. Vraiment prendre un métier passion. Et bien sûr, après, regarder les chiffres. Et sur les erreurs à éviter, se concentrer trop sur les chiffres et que sur ça. Quand j'ai un candidat aussi qui me dit bon, c'est quoi votre marge ? Envoyez-moi directement un exemple de compte d'exploitation. Et là, je leur dis bon, alors pas de souci, on va y arriver, mais pas tout de suite. Hein. Et on va être dans la transparence, on va vous donner tout ce qu'il faut, mais on va y aller mollo. Déjà, moi, j'ai besoin de voir est-ce que vous voyez ou pas dans ce métier. Voilà ce que je pourrais dire. Le mot de la fin, Rosemary. Je me permettrai d'en dire un aussi. Il m'a soufflé, il me dit mais un réseau adhérent à la FFF, évidemment. Non, c'est un critère, ça peut être un bon critère. Non, ce que on veut dire là, c'est que à la FFF on sélectionne, on est sélectif, on sélectionne les réseaux qui sont membres. Et on va regarder de manière très précise, parce que ça passe par une commission d'admission, etc., l'étude de dossier, comment ce franchiseur développe la franchise. Comment il envisage cette relation franchiseur-franchisé. Comment il la met en œuvre concrètement. Et bien sûr, est-ce que ces documents contractuels sont, je dirais, conformes, si on peut dire, à la déontologie. En tout cas, est-ce que l'équilibre entre franchiseur et franchisé est bien respecté ? Parce qu'il faut qu'il y ait ce fameux équilibre. Il peut en attester parce qu'il n'y est pas encore, mais ça vient. On va y arriver, je crois. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour le bien de tous, en fait. À la fois le bien du franchiseur, mais le bien du franchisé. Donc c'est une forme de label aussi. Mais je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, hein, je crois, là-dessus. Je pourrais peut-être rajouter encore en amont de tout ça, c'est que il faut vous rendre compte, enfin, faut bien étudier le fait que, bien comprendre ce qu'est que la franchise d'abord. Est-ce que c'est vraiment ça qui vous va comme méthode d'entrepreneuriat ? Est-ce que vous êtes capable de travailler dans un cadre ? Parce que vous l'aurez compris, vous travaillez dans un cadre. Est-ce que ce cadre vous convient ? Et après, on déroule tout ce qu'on a dit au niveau du franchiseur. Mais déjà, peut-être la première question, c'est ça. Si vous vous dites, mais non, moi j'ai envie de faire comme je veux, quand je veux, au moment où je le veux, non, la franchise, ça ne sera pas fait pour vous et vous serez malheureux et votre franchiseur sera malheureux aussi. Donc ça va mal se terminer. Donc je pense qu'on peut peut-être commencer par ça. Et c'est vrai, et on peut aussi se dire deux choses importantes, c'est qu'en fait, souvent, le franchisé est un ancien salarié, donc c'est le mécanisme de reconversion, et on peut avoir la tendance à être plutôt dans un mood de recrutement. C'est-à-dire être en train de postuler, se dire est-ce que je vais être reçu par le franchiseur comme quand on cherche du travail classiquement. Alors que là, il faut renverser le système. Ouais. C'est vous qui êtes en position de choisir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez le devoir de vous renseigner, de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, de comparer les projets et à un moment donné, de garder en tête que quand vous signez un contrat,